Merci d'être avec nous ce matin. On parle effectivement de cette situation tendue d'abord entre Israël et l'Iran et nous sommes en direct avec Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Daniel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va parler de cette situation effectivement entre Israël et l'Iran, mais peut-être un mot quand même de cette annonce tragique. Ce matin on l'a appris, ce sont 7 soldats israéliens qui ont été tués. Ils avaient tous entre 19 et 21 ans. Malheureusement ils ont été tués dans l'explosion de leur voiture blindée. Ça signifie que les combats à Gaza et que la présence du Hamas est toujours quand même très forte dans le territoire palestinien, Daniel. Une véritable tragédie qui nous touche de plein fouet ce matin, au lendemain de ces 12 journées difficiles que nous avons vécues, et qui nous rappelle, comme vous venez de le dire, que le front de Gaza ne s'est pas terminé, que nous avons encore du travail à faire à Gaza, que le Hamas n'est pas encore complètement démantelé, même si nous estimons que 80% de ses capacités opérationnelles et plus de 80% également de ces infrastructures ont été détruites. Il reste encore une partie de cette bête immonde qu'il faut continuer contre laquelle il faut continuer de lutter. Et il y a toujours 50 otages effectivement à Gaza, des vivants et des morts qu'il faut aussi récupérer. Alors on revient sur cette guerre entre Israël et l'Iran. Benyamin Netanyahou a parlé de victoire historique hier soir. Est-ce qu'on peut véritablement parler de victoire quand on voit le bilan quand même 28 morts en Israël depuis le début de l'opération Le Lion qui se lève, 9000 personnes qui ont dû être déplacées aussi à cause d'habitations qui ont été détruites ou endommagées. Est-ce que vous parleriez aussi de victoire, Daniel? Je crois que ce n'est pas seulement une question de sémantique. Je crois qu'il faut vraiment regarder la perspective historique dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, la question iranienne, la question du nucléaire iranien m'a accompagné pratiquement tout au long de ma carrière diplomatique, au cours des 33 années au cours desquelles j'ai servi au ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'au moins plus de 2/3 ont été occupés par la question du nucléaire iranien, de manière directe ou indirecte, à quelque poste que ce soit à l'étranger en Israël, parce que c'était la question principale qui animait l'action diplomatique, militaire, stratégique, politique d'Israël au cours de ces plus de 20 dernières années. Et je me souviens que tout au long de ces années, nous essayions de convaincre le monde de la menace, du péril suprême que représenterait un Iran nucléarisé. Et nous avons remporté des victoires, nous avons remporté des succès, mais nous nous sommes retrouvés dans la situation dans laquelle nous étions il y a quelques jours, où l'Iran se trouvait à quelques jours de la possibilité d'atteindre ce seuil irréversible que nous avons réussi à renverser. Alors, je ne sais pas si le terme de victoire est le terme le plus approprié, mais incontestablement, nous avons remporté ici une manche extrêmement importante à plusieurs niveaux. Nous avons prouvé d'abord notre capacité d'agir à des milliers de kilomètres de notre frontière. Nous avons prouvé notre capacité d'agir au-delà de ce que nous pouvions espérer. Imaginez un petit peu, j'ai vu cette comparaison qui m'a beaucoup marqué. C'est un peu comme si le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient dans un ciel de Normandie entièrement contrôlé par eux et contre lequel, après avoir réussi à éliminer l'essentiel de la chaîne de commandement nazie, eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait en Iran. Nous avons réussi à détruire plus de 80% des capacités de défense aérienne de l'Iran. Nous avons réussi à agir en Iran pendant ces 12 jours sans aucune opposition à nos forces aériennes et à mener le travail que nous avons mené. Nous avons réussi à porter un coup sévère. Alors oui, il y a des interrogations aujourd'hui pour savoir est-ce que la capacité nucléaire de l'Iran est totalement éliminée. Il n'y a pas de réponse à ce stade. Oui, justement. Mais il y a incontestablement une certitude, c'est que cette capacité a pris au moins une dizaine d'années en arrière. Alors justement, c'est la question qu'on se pose parce que selon le renseignement américain, le programme nucléaire iranien n'a pas été
anéanti, mais seulement retardé de plusieurs mois. Le renseignement américain qui parle de mois et non d'années. Alors pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout comme certains le font, comme certains critiquent en disant on aurait dû aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire détruire complètement les capacités à la fois nucléaires iraniennes et surtout balistiques, parce qu'on sait que l'Iran possède encore plus d'1 millier, je crois, de missiles, hein, Daniel. Je crois que la réponse à la question est liée à plusieurs considérations, notamment des considérations liées à la prolifération, au risque de prolifération qui aurait pu être entraîné si nous avions détruit totalement les stocks d'uranium enrichi notamment. Et de ce point de vue-là, c'est une responsabilité extrêmement difficile à prendre. Et je crois qu'il y a ici la volonté du président Trump, qui a été notre allié. Je rappelle, et c'est quelque chose d'important, que dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire militaire d'Israël, c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique ont participé à une guerre aux côtés d'Israël pour non seulement défendre Israël, mais également passer à l'offensive. C'est un fait notoire qu'il ne faut pas négliger, c'est extrêmement important. Jamais la relation israélo-américaine n'a été aussi intime et n'a trouvé une telle proximité dans l'action et non pas seulement dans la parole. Mais pour revenir à la question que vous avez posée, je crois qu'il est l'heure maintenant de réfléchir à l'éventualité d'une phase diplomatique qui, elle, non, à la différence de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, porte un message très clair à l'Iran. Il ne s'agit pas simplement, comme cela s'est fait à Vienne en 2015, de parler de mise en place de certaines procédures de contrôle pour essayer de contenir les velléités de l'Iran à devenir une puissance nucléaire. Non, il s'agit maintenant de choses extrêmement claires avec une épée de Damoclès. Cette épée de Damoclès, elle n'est plus sur la tête d'Israël, elle est sur la tête de l'Iran. Nous avons prouvé à l'Iran que nous pouvons agir, que nous pouvons éliminer sa chaîne de commandement, que nous pouvons forcer ses barrages aériens, que nous pouvons détruire une partie de ses capacités nucléaires, que nous pouvons arriver au plus profond, sans jeu de mots, au plus profond de ses installations nucléaires. Je crois que les discussions, les négociations qui vont s'ouvrir seront, à mon sens, extrêmement différentes, parce que l'Iran est aujourd'hui avec une épée de Damoclès. Nous avons réussi à faire passer la menace existentielle de la tête des Israéliens sur la tête des Iraniens et de leur régime. Alors, est-ce que c'est aussi le début peut-être de la chute du régime iranien, même si ce n'était pas le but? Et d'ailleurs, Donald Trump l'a encore dit hier, il n'est pas vraiment pour un changement de régime. Lui, il veut la stabilité aussi, peut-être pour des considérations économiques. Hein. On le sait, la chute du prix du pétrole peut l'inquiéter, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire que ce n'était pas à Israël ni aux États-Unis de renverser le régime iranien, mais au peuple iranien finalement de prendre finalement le dessus. Alors, est-ce que ce sera possible si des négociations maintenant sont en cours entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Regardez ce qui s'est passé ce matin. Le lendemain de la guerre, 700 arrestations en Iran. Incontestablement, le régime iranien comprend qu'il a chancelé parce que nous n'avons pas simplement ébranlé les capacités nucléaires, nous avons bel et bien ébranlé ce régime dictatorial. Et je ne doute pas que de nombreux développements sans doute positifs vont pouvoir se dérouler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je crois qu'incontestablement le peuple iranien a compris une leçon essentielle. Vous savez, depuis l'avènement après la révolution de 1979, depuis l'avènement de la République islamique, on estime que plus de 500 milliards, je répète, 500 milliards de dollars ont été investis dans le programme nucléaire et balistique. Quels que soient les dégâts que nous avons causés, ce sont des centaines et des centaines de ces milliards qui sont réduits en fumée aujourd'hui. Ils devront rendre des comptes également vis-à-vis de leur propre population. C'est un gabegie financier, stratégique, politique, économique absolument épouvantable. Vous savez, au cours des 4 années du gouvernement de M. Biden, lorsque celui-ci a décidé d'alléger les sanctions contre l'Iran, on estime que 80 milliards de dollars ont été levés grâce à l'allègement de ces sanctions. On sait aujourd'hui
que pas un centime de ces 80 milliards n'a été dirigé vers l'économie et le bien-être des Iraniens, mais tout a été consacré à la poursuite effrénée de ce programme nucléaire et balistique. Ce sont 80 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Ils devront rendre des comptes. Alors peut-être un dernier mot aussi sur les différentes réactions sur la scène internationale. Alors d'abord, venant des pays arabes. C'est vrai qu'on a vu que l'Arabie Saoudite, les Émirats avaient condamné en public ces frappes israéliennes, mais finalement, ce qu'on voit en coulisses, c'est qu'il y a quand même des discussions. Alors est-ce que ça ne devrait pas guider vers quelque chose de positif, tout ça? Parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite, les Émirats ne sont pas amis, entre guillemets, forcément avec l'Iran, hein, Daniel. Vous avez vu comme moi la couverture du Times de la semaine dernière, un nouveau Moyen-Orient. Incontestablement, les choses changent. Et vous savez, je crois que la leçon principale à mes yeux de cette guerre des 12 jours, telle qu'il semble qu'il convienne de l'appeler aujourd'hui, c'est le retour de la dissuasion israélienne au Moyen-Orient. C'est le retour de cette capacité que nous avons à prouver la force de notre existence et la pérennité de notre existence dans cette région. Et les plus grands développements diplomatiques ont eu lieu parce que nous avons réussi à prouver cette pérennité, la force de notre pérennité. Et donc je ne doute pas que la victoire, quelle que soit son étendue, quelle que soit la dimension de cette victoire, les éléments absolument incontestables de notre capacité et de notre résilience que nous venons encore une fois de prouver à l'ensemble du monde, mais surtout à nos voisins. Vous avez vu que les proxys de l'Iran, que ce soit le Hezbollah, les Houthis ou les milices pro-iraniennes en Irak, n'ont pas réagi. Pas un seul missile n'a été tiré en provenance du Hezbollah. Ils auraient pu saisir l'occasion, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, Israël a des capacités de défense et offensive extrêmement importantes et que nous avons réussi pratiquement l'impensable en Iran. Rappelez-vous de ce qui s'est passé cette matinée du vendredi 13 juin où nous avons éliminé l'essentiel de la chaîne de commandement iranienne, 3 chefs d'état-major qui se sont succédés, qui ont été éliminés. Ce sont des choses absolument inimaginables. Alors oui, les pays arabes modérés, les pays arabes sunnites sont aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle alliance avec nous et je crois que les conditions sont extrêmement propices. Eh bien, merci beaucoup Daniel Saada. Merci d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci pour ce regard sur l'actualité. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.